En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h-13h30, avec Christian Lusakweno, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. Le candidat élection présidentielle numéro 17. Nous recevons Maître Théodore Ngoy. Maître Théodore Ngoy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation en campagne avec vous pour parler jusqu'à 18h de votre programme. Alors on va commencer par là. Maître Théodore Ngoy. Ah oui, j'avais préparé, c'est vrai que j'ai préparé une présentation de l'invité pour nos auditeurs. Qui est Théodore Ngoy? Parce que Théodore Ngoy, politologue, juriste et pasteur évangélique protestant de l'église de la Gombe. Théodore Ngoy est le président national du parti Congo pour la justice. Député provincial du Katanga en 2007, cet avocat au barreau de Kinshasa avait auparavant été empêché en 2006 de se présenter à l'élection présidentielle. Il avait même dû prendre le chemin de l'exil. Il a depuis été candidat à la présidentielle en 2011. Non. En 2018, oui. Et en 2023. Donc 2011, erreur. Sinon, tout le reste est bon. Bon, disons, c'est ancien, ça. Hein. Qu'est-ce que vous y ajoutez? Ben, je suis professeur ordinaire. Professeur ordinaire à l'université de... Je suis chef du département de droit public de la faculté des droits de l'université pédagogique nationale. Je suis LLM Bar Research de Oxford Brookes University. J'ai présenté une thèse là-bas. Je suis le président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave. Notre description, elle était plutôt de l'homme politique. De l'homme politique. Parce que je ne suis même pas un homme politique. Ah, vous n'êtes pas politique, mais vous êtes candidat président de la République. Oui, c'est pas ça être homme politique. Alors, c'est être homme d'État. Expliquez-nous pourquoi l'homme d'État que vous êtes est candidat aujourd'hui. Ben, je suis candidat parce que je suis la réponse à l'enjeu actuel. Ce dont les Congolais ont besoin, ce n'est pas d'un projet de société, Mobutu en avait, qui était paradisiaque. Mais voilà ce qu'est devenu le Congo après lui et pendant qu'il était là. Ce dont les Congolais ont besoin, c'est un homme compétent, honnête, intègre et droit, qui va récupérer tout ce que les prédateurs nationaux et internationaux amènent pour le priver de sa dignité, le priver de son droit à la vie, son droit à la santé, son droit à l'accès à l'eau, à l'électricité, son droit tout simplement à la richesse qui est disponible, mais qui est prise en otage depuis Berlin et encore plus depuis le génocide rwandais. Et à l'ombre du génocide rwandais, on a installé une économie de l'insécurité. Nos richesses sont exploitées, y compris par les Rwandais, qui a même installé une usine de transformation du colombium tantalum qu'il n'a pas. Ce sont les sociétés multinationales, ce sont ces pays qui viennent nous tenir des discours, qui ont fait de ce Congo un non-État, où le chef de l'État est un gardien, à l'instar du premier gardien qui était Léopold II. Il leur faut un gardien à chaque cycle électoral, quand il y en a. Et moi, je ne serai pas ce gardien-là des intérêts étrangers. Je serai le gardien des intérêts des Congolais. Et je mettrai fin à la corruption. Je mettrai fin au non-respect des règles. Je vais réformer l'homme parce que le problème du Congo, ce n'est pas un problème économique. C'est un problème d'homme, c'est un problème de mentalité, c'est un problème d'intériorisation des règles qu'on appelle la justice. Il n'y a aucun intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Et aujourd'hui, vous pensez que... Comment pensez-vous pouvoir appliquer tout ce que vous dites? Enfin, j'aurais dû demander, excusez-moi, j'aurais dû commencer par une autre question. Comment comptez-vous appliquer tout ce que vous dites? Ben, vous me connaissez, et les Congolais me connaissent. Je suis un homme de conviction. Ce qui n'est pas le cas de la plupart de politiciens. Je vous disais que je n'étais pas un politicien.
Je suis un homme d'État. Les politiciens cherchent un emploi à tout prix. S'il lui faut, à un moment donné, être moboutiste, il est moboutiste. S'il lui faut être kabyliste, il est kabyliste. S'il lui faut être tshisekédiste, il est tshisekédiste, pourvu qu'il accède à l'emploi. Je ne suis pas cet homme-là. C'est ce que d'ailleurs Tshisekedi a dit à Maman Marthe. Ne parlez pas à Théodore Ngoy de cette manière. Il n'est pas comme les Congolais. C'est ce que Joseph Kabila lui-même m'a dit. Tu n'es pas comme les Congolais. Tu as une mission que Jésus-Christ a donnée sur la terre pour le Congo. Ne trahis pas le Congo. Donc, les compétences que j'ai acquises, les souffrances que j'ai endurées, la force morale que j'ai acquise à travers toutes ces souffrances me permettront de prendre les décisions les plus essentielles sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan diplomatique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation nationale, etc. Allons-y pas après pas. Au niveau politique, quelle sera la touche Théodore Ngoy? Au niveau sécuritaire, quelle sera la touche Théodore Ngoy? Allez, on va commencer par la sécurité parce que c'est la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi voter le candidat numéro 17 pour ceux qui veulent que ça change à l'Est? Parce que je suis le seul qui puisse poser d'abord la problématique correctement. Je ne suis pas un candidat ayant des accointances avec les Rwandais ou avec quelques puissances. La plupart des candidats ont des liens naturels ou artificiels avec ceux qui nous agressent, hein, ceux qui nous occupent. Le président sortant nous a dit que Kagame était son frère. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Les Rwandais occupent certaines parties de notre pays. Il y a des gens qui ont des liens naturels avec le Rwanda et qui donc ne vont pas changer la situation, ils vont maintenir le statu quo. Il y a des candidats dont les enfants sont députés hein, dans d'autres pays. Ah oui, il y a parmi les candidats, il y en a un dont le fils est député national en Zambie et son père est candidat aux élections. Et il dit qu'il est des pères et des mères zambiens. Et pourtant, son père est ici et veut être président de la République. Le président... Vous parlez de Moïse Katumbi? Je n'ai cité personne. Si vous voulez citer vous en avez déjà parlé par le passé. Donc, non, je n'ai jamais parlé de ce que j'ai dit là dans le passé. Donc, je ne veux pas qu'au moment où vous me recevez, moi, vous mettiez à parler de quelqu'un. Mais c'est vous-même. Je ne sais pas si vous avez intérêt. Non, moi, je n'ai pas cité de nom. Vous avez évoqué une situation. J'ai évoqué une situation. Eh bien, vous tirez les conséquences. Parce qu'il y a des ressemblances. Ne mettez pas dans ma bouche le nom. Parce qu'il y a des ressemblances. Je pose juste une question. Non. Ce n'est pas à lui que vous faites allusion? Il a beaucoup de porte-parole, hein, ce monsieur. Je n'en suis pas un, en tout cas. Alors, je n'en serai jamais un. Restons sur les candidats Théodore Ngoy. Journaliste, monsieur Théodore Ngoy, j'ai posé une question. Non. Si ce n'est pas de lui que vous parlez... C'est une mauvaise question que vous avez posée. Parce que passons. Donc, pardon, vous dites que... Vous êtes un spécialiste de la communication, donc avéré. Vous savez très bien ce que ça peut signifier quand on reçoit un candidat et qu'on parle d'un autre. Alors donc, il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, du fait que vous n'ayez aucun contact avec d'autres pays... Non, je ne suis pas une marionnette que l'on veut mettre au pouvoir. Voilà. Et il y a, jusqu'à présent, eu des personnes mises au pouvoir pour préserver les intérêts de ceux qui... depuis l'acte général de Berlin, on dit il n'y aura pas un pouvoir souverain au Congo. No power shall exercise sovereignty over the Congo. C'est écrit noir sur blanc. Liberté de navigation, liberté de commerce. Et jusqu'à aujourd'hui, les Français, les Belges, les Américains, tout ça, ils considèrent que le Congo, c'est le coffre-fort des ressources minérales du monde occidental auquel ils doivent accéder quand ils veulent. Et c'est lui qui voudrait considérer que le Congo est souverain et que le Congo doit gérer ses ressources, c'est un chien enragé. C'est ce que le président américain a dit de Lumumba. He's a mad dog. Et qu'est-ce qu'on a fait du chien enragé? On l'a tué. La question que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est qu'est-ce que Théodore Ngoy fera
pour que cette crise de l'Est trouve solution? C'est ce que je vous disais. D'abord, il faut savoir qui a créé cette crise. Ceux qui ont créé cette crise, ce sont ces pays qui ont intérêt à ce que les pays soient dans cet état-là. Donc ce ne sera pas in sinecure, hein? Ce ne sera pas facile de mettre fin à ça. Il faut, à l'intérieur, lorsque vous voulez négocier sur le plan international, il faut d'abord à l'intérieur, vous vous organisiez pour faire entendre votre voix. Il faut réformer l'homme congolais. Il faut que le Congolais arrive à comprendre que la question de l'unité nationale, la question de la protection de nos frontières, de notre souveraineté, c'est une question qui est nationale, qui n'est pas le fait du président, qui n'est pas le fait d'un groupe politique, qui n'est pas le fait d'un groupe national, qui est le fait de chaque Congolais. Chaque Congolais devrait savoir que Dieu, qui a fait que tous les hommes habitassent sur toute la surface de la terre, a fixé des frontières et a installé chaque peuple sur un espace de terre. Nous, notre espace ici est menacé depuis longtemps. Vous savez pourquoi les Belges avaient décidé que la nationalité congolaise appartenait aux Congolais, nés sur le territoire congolais, d'une mère et d'un père congolais. Vous êtes Congolais, vous donnez naissance à des enfants en dehors du Congo, ils ne sont pas Congolais. Les Belges, pour nous protéger, notamment de l'invasion Hutu et Tutsi. Ils ont même publié des encyclopédies pour dire que les Tutsis savent qu'ils ne sont pas Congolais, les Hutus savent qu'ils ne sont pas Congolais. Ils ont organisé l'immigration Banyarwanda parce qu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre dans les plantations, dans les mines, etc. Mais ils ont chaque fois posé des limites. Lorsqu'en 1959 éclatent les émeutes au Rwanda, ce sont les Hutus qui occupent le pouvoir. Les Tutsis sont venus ici à Makobo, à Mulenge, ils se sont installés. L'ONU a fait une publication en Kinyarwanda et en français pour dire « Vous n'êtes pas Congolais, vous êtes des réfugiés politiques. Vous ne vous mêlez pas de la politique. » À la table ronde de Bruxelles, la résolution numéro 11 va décider que les Rwandais qui sont établis sur le territoire depuis 10 ans peuvent participer aux élections législatives et jamais aux élections présidentielles. D'ailleurs, Kasavubu et Adoula ont chassé du gouvernement Marcel Bissoukiro au motif qu'étant un Rwandais, il défendait les intérêts rwandais. Alors, quand nous arrivons, je crois, en 71-72, Mobutu a pour directeur de cabinet Bisengemana, qui a fait des études à l'Ovanium comme sujet rwandais. C'est dans les palmarès de l'Ovanium. Il est directeur de cabinet et il amène Mobutu à signer une ordonnance qui conférait la naturalisation collectivement, alors que c'est une question individuelle. Et plus tard, Gisaro a créé le concept de Banyamulenge qui n'existait pas. Il n'y a pas de tribu Banyamulenge. C'est un concept qui a été créé pour transformer les Rwandais qui étaient ici des réfugiés politiques et à qui on a donné une nationalité d'acquisition en Congolais d'origine, mais ils nous font la guerre. Ils nous font la guerre au point que Mobutu a dit « j'ai été poignardé dans le dos ». Ils nous font la guerre jusqu'à aujourd'hui au nom d'une identité revendiquée qui n'est pas celle qui est la leur en réalité. À la question de savoir qu'est-ce qui vous ferait pour ramener la paix, vous dites que ça ne sera pas facile. Vous expliquez les origines de ces conflits, de la guerre dans l'est du pays. Vous êtes allé dans l'histoire pour expliquer ce qui s'était passé, pour justifier ce qu'on vit aujourd'hui. Alors que vous sollicitez les suffrages de la population pour un mandat de 5 ans, combien de temps vous allez vous donner pour justement finir cette question d'insécurité dans l'est du pays? Bon, vous savez, c'est une question d'abord diplomatique, parce que c'est l'accord de Lusaka, beaucoup de gens oublient, c'est l'accord de Lusaka qui a justifié l'agression du Congo par le Rwanda et l'Ouganda. Et l'accord de Lusaka a institué l'intégration dans l'armée des étrangers et des personnes qui ont pris les armes contre leur propre pays. Vous savez qu'en France, tous les collabos et leurs enfants n'accèdent pas à l'armée. Alors, on a détruit l'armée. On a remis en cause par des théories notre existence.
en tant qu'État indépendant du Congo, créé par la conférence de Berlin comme Free Congo. Alors donc, il faudra, d'une part, à l'intérieur du pays, réformer l'armée, moraliser l'armée, conscientiser l'armée, en même temps conscientiser la population. Il faudra créer une cohésion nationale autour de cette affaire-là. Il faudra créer une armée forte. Et l'armée forte, ce n'est pas nécessairement les moyens militaires ou même les moyens stratégiques. C'est d'abord la conscience d'appartenir à une nation qui est menacée dans son existence. C'est un travail que ne peut pas faire un autre candidat que moi. Pourquoi? Dans une année, Pourquoi? Il y a eu d'autres candidats, d'autres présidents de la République qui n'ont pas été capables de faire cela. Parce qu'il faut d'abord que ça soit dans votre cœur. Oui, mais sur les 26 candidats à l'élection présidentielle, il n'y en a qu'un qui a été déjà président de la République. Pourquoi vous et pas les 24 autres? Mais vous les recevez, non? Et vous les entendez parler du chantier. On n'en a reçu que 6 pour le moment. Non, attendez. Vous les entendez parler comme moi je parle. Du chantier refaire l'homme. Oui, certains. Du chantier refaire l'homme. Oui. Tout à fait, oui. Et utiliser les mêmes concepts que moi. À chacun son langage, à chacun son vocabulaire, mais ils disent... c'est d'ailleurs la ligne, c'est d'ailleurs ça la campagne du candidat numéro, je ne vais pas citer son, d'un autre candidat, les candidats Martin Fayoulou, engagement citoyen, il fonde son projet de société sur les citoyens. Non. Ben, alors, vous parlez de Fayoulou, quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie, mais arrêtez-vous là, parce que ce n'est pas Fayoulou qui est ici. Voilà. C'est Théodore Ngoï, hein, s'il vous plaît. Alors, que personne, je vous en prie, ne s'efface des porte-parole de notre candidat. Parlez de moi. Non, justement, la question voilà. pour alors, faire, moi, faire court, maître, pour faire court, parce qu'il y a d'autres sujets, malheureusement, avec les embouteillages, c'est vrai que ce n'est pas de votre faute, on n'aura peut-être pas le temps de tout terminer. Ah non, moi, je suis arrivé à temps ici. En combien de temps? C'est à 17h qu'on avait... Oui, vous êtes arrivé, je peux vous dire. Ah non, je suis arrivé à 17h-5, il fallait trouver un endroit pour parquer les véhicules, et il fallait monter ici. Oui, mais c'était... Christian, s'il vous plaît. Donc, je suis arrivé à temps. Oui, c'était quand même 17h ici, là-haut. Mais là n'est pas la question. Non, s'il vous plaît. En combien de temps vous mettez fin à cette crise? Ça, c'est la question. Ce serait mentir que de dire, voilà, je vais mettre fin à cette crise en 1 mois ou en 10 mois, mais ce sera un travail quotidien. Un travail à la fois diplomatique, à la fois de l'intérieur, à la fois intellectuel, à la fois technique. Il y a l'école de formation militaire ici, nous approuvons cela. C'est une initiative de l'ancien président Kabila et que l'actuel président sortant et qui va sortir a repris pour le compte du pays. C'est une très bonne chose. Je vais valoriser ça. Je vous informe que je vais rendre obligatoire le passage par les services militaires de 2 ans de tout finaliste des examens d'État. Parce qu'il faudra rajeunir l'armée, il faudra... 2 ans. 2 ans. Au moment où tous les pays sont en train de mettre ça de côté à cause du coût, vous allez rendre obligatoire le service militaire au Congo. Attendez, je ne sais pas de quel pays vous parlez. Dans notre pays, c'est vital. Il faut que chaque citoyen soit civiquement formé, et aussi militairement, bien sûr, intellectuellement. Il y a la question de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation générale, mais il y a l'éducation technique, l'éducation civique, l'éducation particulière. Donc, c'est un travail que moi, je vais commencer. Je ne vais pas faire de promesses. Les candidats président de la République sortant a prétendu qu'il allait mettre fin à la guerre de l'Est, et s'il n'y mettait pas fin, il aurait échoué. Mais j'attends qu'il tire les conséquences et qu'il sorte et qu'il me remette les clés de la République. Il a dit qu'il s'installerait dans l'Est, il ne s'est jamais installé dans l'Est. Moi, je ne vais pas faire des promesses démagogiques. Je vais poser des actes pour réformer l'armée. Je vais poser des actes pour créer la cohésion nationale, l'unité nationale qui est mise à mal par l'exacerbation du tribalisme sous Tshisekedi. Je vais amener les Congolais tous ensemble à comprendre que nous devons être un pour parler d'une même voix à la communauté internationale. Je dois faire comprendre à la communauté internationale qui nous fait la guerre
économique. Ce n'est pas une guerre ethnique, on n'a pas une guerre ethnique. On habille ça en guerre ethnique, mais c'est une guerre tout à fait économique. Il y a d'autres moyens pour eux d'accéder à nos ressources sur une position négociable. Alors, je vais travailler pour que les génocides congolais soient reconnus, qu'il soit reconnu que l'agression rwandaise et même d'autres pays contre le Congo soient reconnus. C'est comme ça qu'on va mettre fin à l'occupation, à la guerre. Donc, ensuite, avec le travail des formations de l'armée, nous allons être en mesure de protéger nos frontières, de nous défendre contre toute invasion éventuelle future. Et, entre-temps, nous aurons créé les conditions d'un climat favorable aux affaires, à la construction de notre économie. Ça, c'est pour Thierry Kamboundi. Oui, mais je voudrais quand même dire au professeur Théodore Ngoy que nous sommes en campagne électorale. Nous, journalistes, pouvons comparer des programmes. Et surtout si vous posez la question de savoir qui, parmi les candidats, a eu à poser tel acte ou a eu à dire ceci, il ne nous est pas interdit de dire que tel candidat en a parlé. Donc, ce n'est pas citer le nom de quelqu'un. C'était juste la précision à donner. Non, s'il vous plaît. Juste cette précision. Revenons après. Vous permettez oui. Juste que j'explique à mon confrère, parce que je suis aussi journaliste. Hein, ah bon? Et je vous informe que c'est moi qui produisais, réalisais et présentais l'émission Antenne scolaire après Banza Moukalai. Et par ailleurs, j'ai un diplôme en communication. Okay. Alors donc, je respecte beaucoup votre travail. Je l'honore. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'allez pas m'opposer les programmes des autres candidats. Vous avez posé une question. Qui en a parlé? On a le droit de dire qu'une personne en a parlé. Oui, vous avez répondu. Mais ne m'opposez pas les programmes des autres. Parlez de ce que moi j'ai dit. D'accord. Là, voilà. Nous sommes d'accord. Parlons politique. Qu'est-ce que vous changerez si vous êtes président de la République au niveau politique, au moment où beaucoup de gens disent que ça ne marche pas, et notamment vous, que ça ne marche pas comme ça devrait? Est-ce qu'au niveau institutionnel, constitutionnel, loi et tout ce qui est... vous êtes avocat aussi. Si vous êtes élu président, vous amènerez des changements? Je vous donne une anecdote mais qui va peut-être profiter au candidat président de la République sortant, mais c'est juste. Il est venu à la réunion de concertation. Je ne sais pas si son prédécesseur aurait fait la même chose. Il avait refusé le débat avec Jean-Pierre Bemba, il avait méprisé l'autre. Mais lui, il est venu, il s'est assis avec nous et j'ai relevé cela. Mais il y a une chose encore plus importante. Quand on nous a annoncé que son Excellence, président de la CENI, on l'a appelé son Excellence, je ne sais pas pourquoi, lui, il était assis, vous savez, sur les 17. Il y avait les 18 Nkem Alilo, les 19 c'est Tchani, les 20 c'est les sortants, les 21 c'est Fayolo. Donc j'ai entendu ce qu'il a dit. Il a dit, on doit se mettre debout. On s'est tous mis debout. Mais c'est une leçon qu'il a donnée peut-être sans le vouloir ou même sans le savoir. Donc il a réalisé ce respect des règles. La règle sur laquelle il y a une autorité quelque part à laquelle tout le monde doit se soumettre. Il suffit que chaque Congolais intériorise cette idée-là, que j'enseigne depuis, de dire, tiens, je suis sur la route, je m'appelle Sakweno, mais sur la route ici, il y a un individu qu'on appelle l'agent de roulage. C'est lui le chef. Il y a un signal rouge qui m'empêche d'avancer. Je respecte ça. Si on commence par là, et on généralise ce respect de règles, déjà, les choses vont changer parce qu'il n'y a pas d'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. La justice, c'est le respect des règles établies ou convenues. Et les règles qui sont dans la Constitution, certaines doivent être changées. Vous avez parlé de changements institutionnels. Vous savez qu'en réalité, dans notre pays, le président de la République est en réalité le chef du gouvernement. C'est lui qui convoque le gouvernement. C'est lui qui convoque le conseil des ministres. C'est lui qui les préside. Oh, quel est l'organe de décision du gouvernement? C'est le conseil des ministres. Le premier ministre ne préside pas. D'ailleurs, sous Joseph Kabila, il y a eu une ou deux présidences du conseil par, je crois, un premier ministre, je crois. Mais en tout cas, sous Tshisekedi, il a systématiquement présidé tous les conseils des ministres.
voyez, parce que, en fait, nous sommes dans un régime présidentialiste. On doit réformer et faire en sorte que le président de la République, qui a tous les pouvoirs en réalité, les exerce effectivement. Moi, je vais faire du Parlement, je vais supprimer le Sénat, qui ne sert à rien. On aura une assemblée que le président ne pourra pas dissoudre et qui ne pourra pas, en revanche, renverser le président de la République. Qui ne pourra pas? Non. Mais Non. alors... Mais qui va contrôler l'exécutif alors, ou le chef de l'exécutif, comme c'est le cas? Les ministres pourront répondre de leur gestion devant l'Assemblée nationale qui aura le contrôle de... Voilà, mais pas renverser politiquement le président de la République, pas renverser politiquement l'Assemblée nationale. Pourtant, le président dépendra de cette Assemblée nationale désormais. Au départ, le président a besoin de devenir chef politique. S'il est élu, il est chef constitutionnel, mais n'est pas le chef de la majorité. Et s'il n'est pas le chef de la majorité, il partage les pouvoirs avec le Premier ministre, en réalité. Mais vous avez vu ce qui s'est passé sous Ilunga Kamba. Ben, on envoie le Premier ministre se promener et après, on prend des décisions illégalement. Vous comprenez? Et si moi j'étais à la place d'Ilunga Kamba, il y aurait eu une crise terrible ici dans le pays. Parce que je n'aurais jamais laissé faire ça. Bon, donc il faut mettre fin à cette crise latente qui se manifeste. Le président actuel a une majorité qui est fausse. Parce que cette majorité-là a été élue au nom et dans le cadre d'un regroupement politique. Il fallait passer par la dissolution de l'Assemblée pour se reconstituer une majorité. Mais il est passé par l'achat des consciences des députés. C'est pour ça qu'ils ont 21 000 $. On leur a offert les palissades, etc. Et ils sont devenus majorité présidentielle de l'UCN. Vous voyez, il faut mettre fin à une telle cacophonie. Vous allez faire comment? Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les réformes que vous proposez de mettre en place, vont nécessiter une majorité également au Parlement, entre autres. Vous avez raison. Or, au départ, si je suis élu aujourd'hui, encore faut-il qu'il y ait des élections. J'ai dit bien, encore faut-il qu'il y ait des élections. Vous en doutez encore? Mais attendez, ce qu'on nous prépare par M. Kadima, c'est un simulacre d'élection. Mais je vais le dire, comme je l'ai dit la fois passée, je suis intervenu sur votre radio par téléphone. Imaginons que je veuille devenir le président de Top Congo. Mais il faut qu'il y ait une force qui organise l'élection. Et cette force doit faire connaître les candidats, mais aussi les électeurs, non? La campagne s'adresse aux électeurs. La CENI vous a répondu? Elle a dit que les listes provisoires ont été publiées dans les antennes de la CENI. Non, ce n'est pas dans les antennes de la CENI qu'ils doivent être publiées. Elles doivent être publiées par bureau de vote. Les listes et affichées. Les listes définitives. Les listes définitives. Oui. 30 jours avant le début de la campagne électorale. Pourquoi? Et ça, c'est très important. C'est ça l'élection. C'est ça le cœur de l'élection. L'électeur est celui qui a son nom inscrit sur la liste des électeurs et qui détient une carte d'électeur ou un duplicata. Quelle est la situation actuelle? Plus de 30 millions ou même 35 voire 40 millions de Congolais n'ont pas de carte. Leurs cartes sont illisibles. Vous tenez d'où ces chiffres? Mais attendez, toutes les cartes s'effacent, même la vôtre. Vous êtes un scientifique, non, professeur. Non, vous tenez d'où? Parce que hier, vous avez dit 80% des lecteurs ne retrouvent pas leur nom sur les listes. Aujourd'hui, vous dites 30 millions. Oui, attendez, vous tenez d'où? mais je ne vous comprends pas. Nous avons lu la cartographie qui a été publiée sur la liste, sur le site, mais qui n'est pas téléchargeable, qui n'est pas accessible. Donc nous n'avons pas accès à la cartographie. La CENI a annoncé des chiffres, est-ce que vous le savez? Mais lorsque vous comparez les chiffres qui ressortent de la cartographie et ce qu'il a annoncé, il y a une disparité. Déjà. Et puis, je n'ai pas besoin de faire des statistiques pour affirmer que la majorité des Congolais ont une carte effacée, en commençant par moi-même. Mais si
Mais s'il vous plaît. Votre cas, s'il vous plaît. Vous êtes candidat président de la République. S'il vous plaît, pasteur Théodore Ngoy. Vous êtes candidat président de la République. Oui. Vous vous adressez à des millions de Congolais qui vous écoutent. Oui. Vous dites 30 millions. Et vous dites que vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas à faire des statistiques. Mais d'où tenez-vous ces chiffres? Mais attendez, je viens de vous dire, on dirait que vous refusez de comprendre, que j'ai fait une comparaison entre les chiffres qui ressortent de la cartographie et les chiffres annoncés par la CENI. Quels sont ces chiffres alors? Donnez-moi juste en termes. Non, j'ai pas envie. Je vous dis simplement qu'il y a une différence entre les chiffres annoncés par la CENI. Et puis vous êtes journaliste. Vous avez une carte d'électeur. Oui. Elle s'est effacée ou pas? Non. Elle ne s'est pas effacée, par miracle. Hein? Non, elle ne s'est pas effacée. Il n'y a que la vôtre qui ne s'est pas effacée. Parce que celle de tous les Congolais, ce n'est pas tous vrai. les Congolais en majorité. C'est la généralisation qui pose problème. La raison est simple. Parce que vous n'avez pas interrogé tous les Congolais, vous n'avez pas interrogé les fichiers, vous dites 30 millions. La raison, elle est simple. La raison, elle est simple. Et j'ai le droit d'affirmer ça, et je l'affirme, et je le confirme. La raison, elle est simple. L'impression des cartes s'est faite au moyen d'une imprimante thermique. Je commence à me demander si ce n'est pas volontairement que l'on a fait cela. Parce qu'on savait que ça va s'effacer. Alors, qu'il y ait seulement, selon vous, selon votre hypothèse, qu'il y ait seulement 1000 ou 1 million qui ont des cartes effacées. Parce que vous voulez défendre la CENI. Je ne défends personne. Oui, mais je vous demande d'apporter les preuves de vos affirmations. Parce que dire que c'est tout le monde, vous voulez que je vous apporte pour un candidat président... Vous venez de me dire, vous, que votre carte n'est pas effacée. Oui. Je peux voir votre carte. C'est de ma voiture en bas, malheureusement. Parce que la mienne est effacée. Revenons à Thierry Kambundi. Nous sommes très nombreux. Et les Congolais qui... Il y a beaucoup de Congolais, je suis d'accord. Dire qu'il y a beaucoup de Congolais, nous le disons ici tous les jours. Mais dire tout le monde, 30 millions, 40 millions, mais attendez, ça c'est... On nous a annoncé 40 millions d'électeurs. Vous connaissez le nombre de Congolais qui n'ont pas de carte? Non. Vous allez faire la différence entre les chiffres annoncés par la CENI et les chiffres des Congolais qui n'ont pas de carte? Non. Alors, puisque tous les Congolais, en majorité, tous les Congolais, qu'ils soient instruits ou pas instruits, qu'ils soient de Kinshasa ou des provinces, ils disent que leurs cartes sont effacées. Alors, on peut en déduire, on peut penser qu'au moins 30 millions d'entre eux n'ont pas de carte. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Ça veut dire que M. Kadima est en train de nous amener dans l'obscurité. Parce que nous ne connaissons pas qui est notre électeur. Les électeurs ne savent même pas s'ils sont électeurs. Parce que la plupart des gens qui vont demander les cartes, on ne retrouve pas leurs références dans les données de la CENI. Figurez-vous qu'il y a 12 antennes ici, soit 12 bureaux à Kinshasa, pour au moins 4 millions. C'est 24 maintenant. Ah non, 24 depuis quand? Ils ont doublé. Oui. Ah, ils ont doublé depuis quand? Parce que la CENI a elle-même, à votre micro ici, parlé de 12. Hier, la CENI, hier, ce n'était qu'une confirmation parce que la CENI a publié un communiqué. C'est pour cela que j'ai dit. C'est une information que je donne. Non, je vais juste. Moi, je vous demande. Avec votre autorité, s'il vous plaît. Je voudrais juste lui demander 12 bureaux de vote pour 4 millions. Je voudrais juste maintenant que l'on tire un trait sur ce problème, puisqu'il ne nous reste que très peu de temps et qu'on n'a pas beaucoup entendu pasteur Théodore Ngoy sur ce qu'il fera, notamment au volet économique. On parle du développement. Tout ce qui est fait en politique, c'est pour le mieux-être de la population. Absolument. Qu'est-ce que le candidat numéro 17 fera s'il est élu pour que cette population qui se plaint de ne pas avoir accès, on parle de ODD maintenant, objectif de développement, qu'est-ce qu'il fera pour que ça aille mieux? On parlait de majorité au Parlement. Non, s'il vous plaît, on parle maintenant... Économie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous ferez pour que ça aille mieux? Bien, la première chose, ou l'une des premières choses que je vais faire, c'est d'abord donner à manger au peuple congolais. Comment? Et cette nourriture est ici, dans notre pays. Ce que vous achetez, cher ami Lusakweno, dans l'alimentation, des mangues, dans les alimentations ici, qui n'appartiennent même pas aux Congolais, des pommes, du riz, ça se trouve.
à Bumba, au Katanga, dans toutes les provinces ici. Comment est-ce que vous allez faire pour tout amener ici? Vous allez souvent au Congo central, vous voyez les mamans qui nous vendent de belles bananes, mieux que celles qu'on importe, hein, qui font un long chemin pour arriver ici. Donc la priorité, c'est faire des routes, c'est faire les voies, hein, d'évacuation de ces produits. Évacuation vers les consommateurs nationaux et vers les consommateurs internationaux. Déjà ça résoudra un grand problème. Et il faut réorganiser la voie ferroviaire, la voie routière, la voie lacustre, la voie maritime. Et la voie aérienne, ça va venir après. Mais d'abord, vous savez que la voie qui m'amène au Congo central est serpentée. Nyoka, nyoka, zela, nyoka, nyoka. Mais pourquoi? Si les candidats président de la République sortants avaient fait cela, moi je ne serais même pas candidat. Et je l'aurais soutenu moi. S'il avait, à partir de Kinshasa, fait des routes, des hauteurs, des ponts, des routes qui traversent nos rivières, notre fleuve, et qui vont jusqu'à l'océan, là, déjà... Vous n'auriez pas été candidat. Non. S'il pouvait faire ça, mais n'a pas pu le faire et ne pourra jamais le faire. Une question, professeur Théodore Ngoy. Que proposez-vous concrètement pour inverser la tendance en ce qui concerne le taux d'échange, les dollars américains? Il y a une forte dépendance ici en RDC. Nous dépendons beaucoup du dollar américain. C'est aussi cela qui pose problème dans le ménage, dans le fonctionnaire. Ça, c'est le moindre des problèmes. En dollars. Vous savez que le rôle de la Banque centrale, c'est de contrôler la masse monétaire en circulation, de veiller sur la valeur externe et interne de la monnaie. Et la Banque centrale a des instruments pour ça. Les taux de rescompte, qu'on appelle les taux directeurs, les réserves obligatoires, le contrôle du crédit. La Banque centrale ne fait pas tout ça. Hein? La Banque centrale est également caissier de l'État, elle ne fait pas tout ça. Je vais faire jouer à la Banque centrale le rôle de caissier qui est le sien et le rôle de contrôleur du crédit et de la monnaie, de surveillance de la valeur de notre monnaie. Monsieur Théodore Ngoy, homme d'État, comme vous vous identifiez, mais président d'un parti politique, depuis votre dernier échec à l'élection de 2018, votre parti politique et vous-même, on ne vous a jamais vu dans un meeting, que ce soit ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Et depuis que vous avez déposé votre candidature, on n'a jamais vu un meeting ou une activité organisée par vous à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. La campagne électorale est lancée, vous êtes toujours à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites justement pour permettre à la population de comprendre vos idées pour finalement arriver à s'amener à vous voter les jours du vote? D'abord, j'espère qu'après ce que je vais vous dire, vous changerez de discours en tant que journaliste. Pourquoi vous dites que la campagne a déjà commencé? Pour vous, la campagne, c'est quoi? C'est le rassemblement spectaculaire des foules, c'est ça la campagne? Alors vous vous trompez. La campagne a commencé, je parle du calendrier électoral publié par la CENI. La campagne a commencé parce que le calendrier... Je vous explique ce que c'est que la campagne. Pourquoi la loi électorale dispose que la CENI publie par bureau des votes les listes électorales et les affiches 30 jours avant la campagne? Pourquoi? Parce que la campagne est destinée à convaincre les électeurs. Tous ceux qui viennent dans les meetings publics là sont électeurs. Il y a un grand nombre d'entre eux qui n'ont pas de carte, comme je viens de le dire, qui ne sont pas enrôlés. Donc la campagne, ne la limitez pas uniquement à ces mouvements de foule que ceux qui ont pris l'argent de l'État, etc., masse ici et là. Non. Pour vous, c'est quoi la campagne? Ne réduisez pas, mais ne suis-je pas en campagne? Vous m'aviez déjà invité depuis 3 ans ici, mais vous m'avez invité en tant que candidat président de la République. Pourquoi? C'est quoi la meilleure? Comment s'intitule votre émission ici? En campagne. En campagne. Oui. Alors, vous voulez dire que ça, c'est pas la campagne? Nous sommes en campagne, oui. Mais c'est ça qui est étrange, que vous, journalistes, qui organisez la campagne, ça c'est la campagne. Je suis ici pour convaincre les électeurs, pas tous les Congolais, mais les Congolais qui sont électeurs. Les autres Congolais, c'est pour qu'ils puissent convaincre leurs frères qui sont électeurs. Mais on veut aussi vous voir. On veut aussi vous voir sur le terrain. Non, il n'y a pas. À la rencontre ça de ne suffit pas. la population. J'ai dit, non, mais ça c'est vous qui dites que ça ne suffit pas.
Ça, c'est vous qui dites que ça ne suffit pas. Pour vous, ça suffit. Ça, c'est vous qui dites que ça ne suffit pas. Pas faire et des puis, meetings. la campagne n'a pas encore pris fin. C'est le 18. Nous sommes encore au mois de novembre. En 2018. Là, pour moi, et je suis vraiment à l'aise pour vous le dire, ce n'est qu'un petit aspect de la campagne. La campagne, c'est atteindre celui qui doit aller voter pour moi. Si j'arrive à l'atteindre à travers les micros de Top Congo, votre radio qui arrive jusqu'à Mahagi, qui arrive jusqu'à Haru, qui arrive partout, votre radio, si, mais au moment où je parle, les Congolais peuvent entendre que ça c'est Théodore Ngoï, un homme honnête, intègre, un homme sincère, un homme compétent, un homme instruit, un homme qui n'a pas besoin d'envoyer un mandataire pour aller parler à sa place, de son programme, de sa campagne, un homme qui n'a pas besoin, si vous voulez, que quelqu'un écrive pour lui le programme, je l'écris moi-même, je le pense moi-même, je le conçois moi-même. Je n'ai pas besoin de conseillers qui viendront me dire ça s'appelle éducation, mais ça s'appelle environnement, ça s'appelle non. Monsieur Théodore, si on vous a bien compris. Non, vous ne m'avez pas bien compris. C'est pourquoi je voudrais que vous me compreniez. Donc la campagne est multiforme. Ne la réduisez pas au fait que quelqu'un quitte ici pour aller à tel endroit. Et vous avez choisi ce format. Non, ne me dites pas que j'ai choisi. Retenez que je suis en campagne. Oui. Voilà. Lorsqu'il faudra que je me déplace vers un endroit, je le ferai. On comprend qu'on ne va pas rester dans ces débats des concepts, campagne. C'est pas un débat de concepts. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un débat de la réalité. Justement, mais la question est la suivante. Ouais. Vous attendez la publication des listes des électeurs par la CENI pour mener une campagne ciblée qu'auprès de la population électorale ou comment est-ce que vous comptez faire? Ça, c'est ce que vous dites, vous. Moi, je viens de vous dire qu'au moment où je parle ici, si vous êtes électeur, j'espère que vous l'êtes, vous allez vous demander si je vous ai convaincu ou pas. N'est-ce pas? Et vous n'êtes pas le seul électeur à m'entendre. Ils sont des milliers à m'entendre. Vous comprenez? Mais une question... Et donc, ne réduisez pas la campagne au spectacle qu'on est en train de nous offrir par des gens qui n'ont pas la compétence, qui ne peuvent pas venir à travers les médias expliquer leurs problèmes intelligemment parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'en sont même pas les auteurs. Et ils ne sont pas capables de comprendre la problématique du salut du Congo, comment il se pose. Qu'est-ce qu'un président de la République doit faire? Par où il va commencer? Ils ne savent pas le dire. Moi, je viens de vous dire que le travail essentiel du président de la République, c'est changer l'homme. Amener cette culture de respect des règles dans l'enseignement, dans l'éducation, pas dans l'enseignement, dans l'éducation en général, dans l'administration des finances, l'administration en général, dans la gestion de nos finances, dans la politique, la bonne gouvernance, dans le contrôle. Et tout cela, il faut d'abord être un homme honnête pour le faire. Est-ce que vous avez retenu des gens qui ont exercé des fonctions dans ces pays ici, qui n'ont rien fait. Est-ce que vous avez retenu les leçons de votre échec en 2018 parce que... D'abord, je n'ai pas échoué. C'est vous qui parlez d'un échec en 2018. Je peux terminer ma question? Oui, allez-y. Vous n'avez pas échoué, mais vous n'avez pas gagné non plus. En tout cas, ce n'est pas vous qui avez été proclamé président. Est-ce que vous avez retenu? Parce qu'en 2018, vous aviez la même posture. On vous a reçu, on a eu l'honneur de vous recevoir sur notre plateau comme aujourd'hui, mais on ne vous a pas vu sur le terrain battre campagne. C'est peut-être ce qui manque à votre carrière politique. Vous vous trompez. Ce qui manque à Théodore Ngoï, qui a des idées à développer, à revendre, mais qui ne veut pas... D'abord, vous dites qu'il ne veut pas. Est-ce que moi, je vous ai dit ici que je ne veux pas? En 2018, on ne vous a pas vu sur le terrain. On ne vous a pas vu sur le terrain. Et là encore, nous sommes bien partis vers... Monsieur le journaliste, vous êtes un homme très intelligent. Tout le monde le sait. Vous êtes posé des questions vraiment intelligentes. Merci. Mais... là, vous êtes en train, n'est-ce pas, de m'attribuer des propos que je n'ai pas tenus. Non, j'ai observé. Voilà. En 2018, je n'ai pas vu un seul meeting de Théodore. Tout le monde sait que je suis allé devant la Cour constitutionnelle demander l'annulation des résultats et même du processus. Je parle de la campagne, s'il vous plaît. Oui, non, mais parce que vous dites j'ai échoué. Alors, donc, nous savons, moi, je vais vous dire, par exemple, celui qui a gagné les élections, c'est Martin Fayulu.
je ne sais pas comment, par quel mécanisme. Ce n'est pas Théodore Ngoï. Oui, mais on parle de Théodore Ngoï. Excusez-moi, Voilà. excusez-moi. Il est 17h passé de 56 minutes. Pour la première fois depuis plusieurs années, on va déroger à une règle. Ouais. À 18h, vous devez avoir l'émission de la Voix de l'Amérique, la Deutsche Welle. Je vais demander à la rédaction qui nous suit à Pigeon d'enregistrer cette émission que nous allons diffuser à 20h. Entendez bien, l'émission de la Deutsche Welle sera diffusée en léger différé à 20h. Pour l'heure, on va faire une pause publicitaire de quelques minutes, moins de 5 minutes, et on se retrouve avec 1. La fin de notre candidat numéro 17, et 2. À cause de l'embouteillage qui a touché un peu tout le monde, nous recevrons directement après un autre candidat à l'élection présidentielle, aussi présent dans nos studios. Il s'agit de M. Justin Moudekereza. On a parlé politique, on a parlé économie. Parlons justice et développement, parce qu'il faut aussi en parler. De cette justice, vous êtes avocat. Oui. Vous savez bien comment elle tourne. Je suis professeur de droit. De cette justice qui élève une nation, on constate en République démocratique du Congo que les décisions de justice sont souvent monnayées, elles sont souvent hors du droit. Or, aucun magistrat ne semble s'en émouvoir. Qu'est-ce que vous ferez, vous, si vous êtes élu président de la République, pour que cette justice se comporte mieux? Quand je serai président de la République, je réformerai l'homme congolais en général et les magistrats en particulier. Ensuite, je ferai en sorte que les structures de la justice soient réformées également. Le Conseil supérieur de la magistrature est devenu pour moi une sorte de corporation où on se règle des comptes, où on fait la promotion de certaines personnes. C'est le président de la République qui nomme. Mais parfois, les propositions du Conseil supérieur de la magistrature ne sont même pas considérées. Le président nomme qui il veut. Autant Joseph Kabila, c'est Mouilagna qui nommait. Et la plupart de ceux qui sont devenus chefs de juridiction ou chefs d'office, c'est des collègues de sa promotion. Aujourd'hui, autant de Tshisekedi, on nomme les gens d'une obédience tribale. Vous comprenez? Et ça, c'est très, très grave. Il dit, le président de la République sortant, il dit, mais tiens, la justice au Congo détruit la nation. Mais qui est magistrat suprême? Qui, pendant 5 ans, a décidé de promouvoir des magistrats, d'en révoquer certains ou de mettre d'autres en retraite? Celui. Donc, il y a un problème qu'il faut résoudre, c'est celui, d'abord, de conscientiser les magistrats, de les amener à avoir peur de la sanction. Troisièmement, vous avez dit qu'ils monnaient les décisions. Vous n'avez pas tort. Mais il n'y a pas que le monnayage, il y a aussi la politisation des décisions qui est très forte. Savez-vous, M. Lusakweno, que tous les chefs d'office, les chefs des juridictions, voulais-je dire, en commençant par le premier président de la Cour de cassation, ils imposent les visas aux décisions des juges. La Constitution dit que les juges n'ont pour seul maître que la loi. Mais dans la réalité, c'est faux. Les visas est même considéré comme une faute éthique et disciplinaire. Qu'entendez-vous par visa? Tout doit être d'abord apporté à l'appréciation du chef de corps. Lusakweno est juge, on lui confie un dossier, il examine le dossier parce qu'il y a aussi, par exemple, en matière de référé au Conseil d'État, c'est un juge unique. Dans certaines juridictions, il y a des juges qui sont seuls. Par exemple, au tribunal pour l'enfant, en matière civile, en première instance, c'est un juge unique. Mais ces juges-là, lorsqu'il a fini, il présente sa décision au chef d'office, qui doit viser. S'il dit non, pas cette décision-là, le juge doit la changer. C'est comme ça. Parfois, le juge va dire au président, bon, j'ai des intérêts dans ce dossier-là. Mais c'est combien? Et il prend aussi sa part. C'est un fait vrai. Donc, les visas existent. Il y a des décisions qui traînent dans la Cour de cassation.
Parce que les juges disent, nous attendons le visa de notre chef hiérarchique. Et c'est dans toutes les juridictions. Ça existe et ça s'est fait. Or, c'est une faute disciplinaire, mais qui n'est pas sanctionnée parce que le chef lui-même, au-dessus là, il l'est fait. Voilà. Il faut que le magistrat... Au-dessus lui-même, au-dessus de qui? C'est-à-dire, écoutez, on a les juridictions de l'ordre judiciaire. Oui. Le chef, c'est le premier président de la Cour de cassation. Vous comprenez? On a les juridictions de l'ordre administratif. Le chef, au-dessus, c'est le premier président, le premier président. Actuellement, la première présidente du Conseil d'État. La Cour constitutionnelle, c'est le président. La Cour constitutionnelle, président. Et vous les accusez tous? Je ne les accuse pas, je dis ce qui s'est fait, ce qu'ils savent que ça s'est fait. Tout le monde sait que ça s'est fait comme ça. Je ne les accuse pas, je dis ce qui est vrai. Qu'ils viennent dire, que les juges, les magistrats viennent dire, le pasteur Théodore Ngoï, maître Théodore Ngoï, a dit ce qu'il faut. Il y a des visas qui bloquent le prononcé des décisions. Il y a même des juges qui sont poursuivis pour avoir prononcé des décisions en toute indépendance, pour avoir accordé la liberté. Moi, je suis avocat de plusieurs magistrats. J'ai gagné toutes les affaires disciplinaires des magistrats. Mais certains étaient poursuivis pour avoir laissé, on dit à un président, voilà la formulation de l'action disciplinaire, l'ouverture de l'action disciplinaire. Avoir laissé les juges accorder la liberté provisoire. Il aurait dû s'imposer sur les juges et refuser la liberté provisoire. C'est un mal terrible dans ces pays. Les magistrats congolais, aujourd'hui, je crois qu'ils ont un salaire entre 1 000 et 2 000 $. Ils ont même plus que nous, les professeurs d'université, qui les formons. Alors, les magistrats qui touchent, mettons, 2 000 ou même 3 000 $ par mois, mais comment se fait-il qu'il a une maison dont la valeur vénale peut varier entre 200 000 et 500 000? Il a eu ça comment? Comment se fait-il qu'il roule dans un véhicule de 50 000 $ ou même plus? Nous avons une infraction de blanchiment des capitaux, mais il n'y a pas de poursuite. Il n'y a pas d'application. Le droit pénal, c'est un droit de la peur. Mais le droit pénal au Congo ne fait peur à personne. Tous ceux qui ont été accusés de corruption, qui sont allés en prison et qui ont été poursuivis, ils sont libérés. Du fait de cette justice ou des pratiques de cette justice que vous condamnez? Toutes les pratiques. Les pratiques aussi des ordres qui viennent de la présidence de la République. Il y a des magistrats qui sont conseillers à la présidence. Il y a des professeurs de droit qui sont conseillers à la présidence et qui vont dans les juridictions, qui descendent là-bas. Ça, c'est l'intérêt du chef. Qu'est-ce que vous ferez pour que ça cesse? Moi, Théodore Ngoï, jamais. Qu'est-ce que vous ferez? Non. Dire aujourd'hui, quand on n'est pas président, jamais ça ne se fera, et constater plus tard que ça se fait de votre fait ou de fait des gens autour de vous, c'est une autre chose. Je vous donne rendez-vous. Qu'est-ce que vous ferez? Je vous donne rendez-vous après la remise et reprise entre Tshisekedi et moi, et vous comptez 5 ans. Vous verrez que jamais... Qu'est-ce que vous poserez comme acte pour que pareille pratique ne se fasse plus? Je vais veiller... Je vais d'abord réformer les institutions, les chaires. Le président de la République doit présider le Conseil supérieur de la magistrature, comme en France. Le ministre de la Justice doit avoir exercé... Oui, vice-président. Et doit avoir l'autorité sur les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet ne peuvent pas être indépendants, ce sont des policiers. À l'origine, c'est le roi qui envoie des avocats, et on les appelle les procureurs du roi, c'est-à-dire les envoyés du roi, pour traquer, rechercher les infractions à charge de ceux qui ne payent pas les impôts et les amener devant les juges assis sur l'estrade, et les magistrats viennent parler sur le parquet. C'est pourquoi on leur a donné le nom de magistrat du parquet. Après, plus tard, ils sont montés sur l'estrade, mais quand ils parlent, ils se mettent debout. C'est pour ça qu'on les appelle les magistrats debout. Ils relèvent du ministre de la Justice qu'on appelait chancelier. Et les chanceliers, non seulement géraient ces magistrats, mais aussi, ils gardaient les sceaux de la République. C'est les gardes des sceaux. C'est pour ça qu'on dit garde des sceaux. Mais chez nous, les sceaux ne sont pas gardés par le président de la République. Quand il y a une ordonnance qui est signée, on nous dit,
par les premiers ministres, le président de la République, par les directeurs de cabinet. C'est procédure conforme. Mais il n'est pas garde des Sceaux, c'est la République. C'est le ministre de la Justice. Moi, je vais changer ça. Le journal officiel doit être au ministère de la Justice. Le ministre de la Justice va jouer son rôle et je choisirai le ministre de la Justice qui ne peut pas voler. Et s'il vole, il ira en prison. Qui ne peut pas voler. Comment vous savez avant le vol que la personne que vous avez placée n'est pas en mesure de le faire? Bon, de toutes les façons, je ne pourrai pas toujours savoir qui est voleur et qui ne l'est pas. Mais je prendrai des mesures. Vous savez qu'en Angleterre, tous les procès, tous alors, sont filmés et enregistrés. Toute la procédure, comme nous parlons ici, tout est enregistré, n'est-ce pas? En effet. L'émission va être diffusée. Et c'est comme ça. Elle est diffusée en direct. Elle est diffusée en direct, elle pourra être rediffusée. Elle peut. Oui. Elle peut. Mais en tout cas, elle sera sur YouTube. Ouais. Mais, professeur Théodore Ngoy, comme on dit en lingala, les ali kamangonga. D'accord. Malheureusement, nous n'avons que très peu de temps. Alors, une question. La toute dernière. Allez, c'est toi qui décides. L'actualité oblige. Professeur Théodore Ngoy, vous avez dit hier, j'aimerais en tout cas que vous soyez un peu plus explicite, que Félix Tshisekedi ne devrait plus être protégé par le même garde du président de la République. Il faut avoir 25 policiers comme tous les autres candidats présidents. Est-ce que vous oubliez que Félix Tshisekedi, candidat président, est aussi président de la République en fonction? Oui, mais c'est très simple, monsieur le journaliste. Voudriez-vous lire et comprendre l'économie générale des dispositions de l'article 111 bis, je crois. 111 bis, 112. Je peux avoir la loi là. Comme ça, je vous lis exactement. Je peux la lire? Non, vous permettez que j'ai ça. Je suis heureux. Je vous disais que vous êtes un grand journaliste. C'est effectivement... Les professeurs ne veulent pas que 110 bis. soit saucissonnée. 110 bis. À la date de la publication de la liste définitive. Et encore, une chose que M. Kadima n'a pas faite. La liste définitive est publiée au journal officiel et notifiée aux candidats. Vous le savez, à la date de la publication définitive des candidats présidents de la République, tous les candidats ont droit à une égale protection. Chaque candidat président de la République bénéficie d'une garde de 24 policiers afin d'assurer sa sécurité jusqu'à l'investiture du président élu. Les frais de prise en charge de cette garde sont imputés au Trésor public. 111. Tous les candidats à l'élection présidentielle, à l'élection du président de la République, sont traités sur le même pied d'égalité par les services publics et protégés par les forces de l'ordre pendant la campagne. Le président de la République sortant, lorsqu'il se déplace comme candidat président de la République, il ne peut avoir que des policiers qui les protègent. Oui, mais quand est-ce qu'il est président, voilà. Quand est-ce qu'il est candidat? Il y a aussi la loi, la même constitution dit que le président... Article 70. Oui, il reste en fonction. Il reste en fonction jusqu'à l'installation de... Voilà. Oui, mais ici, nous avons un candidat, président de la République, en fonction, mais qui est candidat, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi il est venu s'asseoir avec nous? Parce qu'il est candidat. Et là-bas, nous étions en train d'attendre dans une salle, et il est venu là-bas, comme tous les candidats. Il est venu là-bas, voici comment il nous a salué. Bonjour la concurrence. Ouais. C'est comme ça qu'il nous a salué, dans la salle où nous étions, en attendant d'aller dans la salle où s'est tenue la réunion. Et quand nous sommes allés dans la salle où s'est tenue la réunion, il n'est pas entré avec les troupes, le groupe de gens qui l'accompagnent. Il est allé à côté d'autres candidats. Sur ce point, c'était une activité de candidat. Oui. Alors, maintenant, quand il va, là, partout là où il passe, là, actuellement, c'est comme un candidat. Mais on a des gardes républicaines qui l'accompagnent. Si jamais, elles ne doivent pas l'accompagner. Si jamais, si jamais sa sécurité est menacée, c'est le chef de l'État. Oui. Je suis d'accord avec vous qu'on peut, n'est-ce pas, considérer que, quoi qu'étant candidat, protégé par la police, comme tous les candidats, il faut qu'il y ait un mécanisme pour protéger le président qu'il est encore. Je suis d'accord avec vous. Mais attendez. En revanche, pourquoi ne protège-t-on pas les autres de la même manière? Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez toujours pas. Mais attendez, vous allez me raccompagner.
vous allez voir que je suis venu, je conduis moi-même mon véhicule, il n'y a aucun policier avec moi. Certains candidats ont déjà leur policier. Quelques candidats ont reçu des policiers, mais ils ont dit, j'ai parlé avec eux, j'ai parlé avec tous les candidats, enfin, la majorité d'entre eux, ceux qui parlent avec moi, ils m'ont dit, voilà, Marie-Josée par exemple, on lui a amené les policiers, il a dit, mais où est la Jeep d'escorte? On a dit, on va l'amener, on ne l'a jamais amené. Bon, le candidat Chani me dit, mais on m'a amené des policiers, et tout de suite ils me disent, donnez-nous à manger. Voilà. Donc, amène... Alors que la loi électorale prévoit qu'ils soient pris en charge par le Trésor public. Et le colonel Mwanza qui me parlait, je lui ai dit, mais vous voulez m'amener des policiers ici à pied? Amenez-les avec les matériels roulants et avec un véhicule qui a gyrophare pour qu'on puisse m'ouvrir le chemin, comme on le fait pour d'autres candidats. Donc, on devrait symboliquement, et cela, ce serait pour le compte de Tshisekedi, comme étant un démocrate, qui a fait ce que Joseph Kabila n'a pas fait en son temps. Ça devait être le cas, c'est-à-dire, quand on entend, n'est-ce pas, le bruit des sirènes ou, je ne sais pas moi, des gyrophares, on dit, tiens, c'est un candidat pour un pays qui passe. Parce que ces candidats-là passent avec ses affiches. Ah, il est candidat président de la République. On lui laisse les chemins. Merci beaucoup, monsieur. J'ai dit juste une petite chose. Vous avez votre... Vous voulez pas qu'on parle des autres, mais il y en a un autre qui est là, qui attend comme vous. L'article 110 dit que la campagne électorale est ouverte 24 heures après la publication de la liste définitive des candidats et prend fin 24 heures avant l'ouverture du scrutin. La publication n'a pas encore eu lieu de la liste définitive de nos candidats parce qu'elle s'est faite au journal officiel et elle est communiquée aux missions diplomatiques par le gouvernement. C'est prévu où, mission diplomatique? Ah, mais c'est dans la loi ici. Ouais, écoutez, mission diplomatique. Il est 18h passé de 19 minutes. On va devoir mettre un terme, vraiment, veuillez nous en excuser, à cette émission. Je vous remercie, avocat, de m'avoir reçu. Je vous propose même, la semaine prochaine, puisque on peut réorganiser ça, les candidats à l'élection présidentielle ont cet avantage aussi, par rapport à d'autres. Je vous propose de revenir la semaine prochaine pour qu'on puisse bien terminer, parce que là, vraiment, on a pris beaucoup de retard. Merci à vous. Merci je ne vais pas vous laisser vous exprimer à vos auditeurs pour dire pourquoi ils doivent voter pour vous. Vous le ferez la prochaine fois. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers auditeurs. On fait juste une pause et directement après, on se retrouve avec le candidat Justin Moudekereza. Pause publicitaire, on se retrouve dans 3 minutes. En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h, 13h30, avec Christian Lusakono, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo.